très contente de vous retrouver pour ce nouveau retour sur. Aujourd'hui, on va prendre le temps de développer autour d'un roman dont je vous avais parlé très brièvement dans un vite fait. Je pense que ça devait être avant l'été. Je vais être franche avec vous, j'ai même pas repotassé ce dont je vous avais déjà parlé à l'époque, mais je peux vous le développer tout simplement parce que c'est une lecture que j'ai tellement appréciée qu'elle est encore très vive dans ma mémoire. Et je tenais à vous en parler puisque c'est un roman qu'on a rentré cette fin d'année à la bibliothèque municipale de la Bâtie. Et je pense que c'est un roman sur lequel je mise beaucoup parce que c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est une série dont on va beaucoup reparler. Il s'agit de La Cour d'Onyx, donc le premier tome, Minuit, jamais, jamais ne vienne, de Marie Brennan. J'ai le tome 2 dans ma palle, il faut que je le lise, mais le tome 1 avait déjà fait une grosse impression sur la lectrice que je suis. Vous vous en doutez, me connaissant, il s'agit d'un roman de fantaisie, donc on est sur de l'imaginaire, mais on est sur de la fantaisie historique. Contexte historique, on est fin 16e, en Angleterre, plein règne de la reine Elisabeth Ier du nom, et pour vous situer par rapport aux différentes lignées, Elisabeth Ier est la dernière de la lignée des Tudors. Si vous vous souvenez bien, c'est celle qui fait couper la tête à sa cousine en Écosse. C'est dit. Voilà, donc ça c'est pour vous situer un peu le contexte politico-historique. Pour ce qui est du roman, je dirais que c'est un roman à effet miroir. On va avoir dans un premier temps, si vous voulez, le miroir, vous le mettez comme ça. On a à la surface cette reine Elisabeth, qui a un règne éclatant, lumineux, c'est une grande reine, hein, on ne peut pas le nier. Donc en surface, le règne d'Elisabeth Ier, avec en dessous, et vraiment en dessous pour le coup physiquement dans le roman, vous avez le règne beaucoup plus ténébreux, très lumineux, mais lumineux dans le sens où ça va être de la lumière, on va dire glauque, de la lumière sombre. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça peut donner de la lumière sombre, mais le règne ténébreux de la reine Invidiana, la reine des fées. Puisque en parallèle de c'est vraiment un parallèle, vous avez à la surface Londres, et justement le palais avec la reine Elisabeth et sa cour de courtisans. Et en dessous, vous avez exactement sa réplique, on va dire, quasi identique, un palais souterrain avec la reine des fées, Invidiana, et sa cour de courtisanes, de fées, de créatures magiques. Sauf que, autant Elisabeth, on peut dire que ça a l'air d'être une reine... Allez, on va dire bienveillante, on peut dire ça peut-être. En tout cas, c'est une reine qui inspire pas forcément... Enfin si, elle inspire le respect, elle inspire beaucoup de choses, mais c'est une reine qu'on aime en fait. Elle a des courtisans autour d'elle, c'est une reine qu'on aime. Alors que la reine Invidiana, de l'autre côté, c'est une reine qu'on craint. C'est une reine qui fait peur, c'est une reine qui est très, très sombre, très ténébreuse. Donc voilà, pour vous planter ensuite le roman, un petit peu plus en détail, donc on a cette cour glorieuse d'Angleterre, où on a des rumeurs qui commencent à se répandre. Vous avez peut-être brièvement vu, c'est mon cahier, je prends des notes. Bref, on a cette cour glorieuse d'Angleterre où les rumeurs commencent à se répandre sur la reine, comme quoi son pouvoir ne serait peut-être pas... Enfin, il viendrait peut-être de quelque chose d'un peu plus obscur que ce qu'on pourrait penser. On commence à se dire, c'est bizarre, elle a des infos, il y a des choses qui se trament, on ne sait pas comment elle arrive à faire certains coups ou certaines actions, on se dit, mais c'est pas vrai, on a l'impression des fois qu'elle a 3 coups d'avance. Comment c'est possible? Et en fait, ce qui commence à se répandre comme rumeur, c'est par rapport à son service de renseignement. Puisque son service, son réseau d'espions, vous savez que de toute façon, comme dans toutes les cours européennes, et comme ça se fait encore très, très certainement aujourd'hui, vous le savez bien que nos politiques aujourd'hui, nos pouvoirs politiques, nos pouvoirs décidants, ont quand même des services de renseignement. Donc, à l'époque, les services de renseignement de la reine se disent, c'est pas vrai, nous, il y a des choses qu'on ne sait pas, et que elle sait. Comment c'est possible? Donc il commence à y avoir ces rumeurs un petit peu sur le pourquoi du comment la reine arrive à avoir 3 coups d'avance sur tout le monde, y compris sur ses espions et ses services de renseignement qui sont déjà très développés.
Et donc, au milieu de tout ça, on a un jeune homme qui arrive à la cour, qui est un jeune homme bien né, qui cherche à devenir courtisan, qui cherche à se faire un nom, à se faire une place, au plus près de la reine si possible, et notamment par son service de renseignement, puisque c'est un homme qui a très envie, et qui est très admiratif du chef des services de renseignement de la reine, et qui voudrait beaucoup, beaucoup travailler avec. Et cet homme, en fait, arrive au milieu de tout ça, et en essayant de se faire sa place et de se faire son nom, on va se retrouver justement embrigadé au milieu de tout ça, où on va l'envoyer enquêter, on va l'envoyer au plus près de la reine, à son service, tout ça, pour essayer de glaner des informations, essayer de savoir d'où, effectivement, pourrait provenir la source de ces renseignements, de ces pouvoirs. On se demande si même, d'ailleurs, c'est ce qui va motiver la mission de ce personnage, qui s'appelle Deven. En fait, le chef du service de renseignement de la reine confie à Deven qu'il a peur que sa reine bien-aimée ne soit manipulée par quelque chose, en fait, de plus obscur, qui l'obligerait à mener certaines actions contre sa propre volonté. Puisqu'à des moments, il a l'impression que, notamment quand elle a fait, je vous ai dit, couper la tête de sa cousine en Écosse, qu'elle ne l'aurait pas fait forcément de son plein gré. Et alors autant quand ça peut servir la couronne d'Angleterre, pourquoi pas, mais quand même, ça pose un cas de conscience au chef du service de renseignement. Donc Deven va enquêter. En parallèle, parce que toujours, comme je vous l'ai dit, on a cet effet miroir, en parallèle, en bas, dans le palais glacial et un peu flippant d'ailleurs de la reine Invidiana, on a une belle jeune fée, Lune, qui est aristocrate, bien mise, bien située dans le palais, tout ça. Et en fait, elle est un peu en disgrâce, un peu beaucoup d'ailleurs. A priori, il y a eu un petit souci avec, je ne veux pas vous dire lequel, parce que sinon ça serait vous dévoiler trop de la trame, de l'intrigue politique, même tout simplement de l'histoire. Mais enfin, il y a eu un petit bins entre elle et la reine des fées. Et la reine des fées, elle est un petit peu mauvaise. Et elle rase les murs, on va dire, Lune. Elle essaie de se faire oublier. Ça sent mauvais pour son grade. Et au final, comme c'est pas une reine bienveillante, Invidiana, parce qu'elle aspire pas l'amour, elle inspire la peur, vraiment. D'ailleurs, c'est vraiment l'atmosphère qui se dégage de ça. On a l'impression qu'on a un palais, limite un palais de glace, où on rase les murs parce qu'on a peur de fâcher cette reine qui doit être d'une beauté éclatante, mais aussi effroyable qu'elle est belle, en fait. Donc Lune, en fait, va essayer, parce qu'elle n'aime pas que les autres courtisans et courtisanes se payent un peu sa tronche dans son dos, elle va essayer de redorer son blason, parce que la disgrâce est quand même assez forte, et non seulement elle va essayer de redorer son blason aux yeux des autres, mais elle va essayer de sauver ses miches, on va dire, puisqu'elle sent que la reine, il lui faut pas grand-chose pour que... Hein, vous avez compris? Donc... Lune va, sous couvert d'enquêter pour la reine Invidiana dans le monde des humains, parce qu'elle dit « Oh là là, il y a quand même il y a des enquêtes, a priori il y a des rumeurs, je vais peut-être aller enquêter pour vous, pour voir ce qui s'y passe là-haut. » Sauf qu'en réalité, Lune, elle bosse quand même pour son propre compte, parce que en même temps qu'elle cherche des infos pour la reine Invidiana, elle va essayer de trouver des infos qui pourraient la servir, elle, en réalité. Et en faisant ces enquêtes-là, elle va rencontrer Deven, justement. Alors, je ne vais pas vous dire comment ils vont exactement se rencontrer, comment ça va se passer entre eux. Vous allez vous douter quand même qu'il va y avoir plus ou moins une alliance à un moment donné entre les deux. Peut-être pas forcément très consentie des deux côtés, d'ailleurs. Mais en tout cas, il va y avoir, à un moment donné, leurs intérêts vont se croiser, se rencontrer et partir dans le même sens. Donc, il va y avoir une alliance côté humain et côté fée pour contrer un petit peu l'influence maléfique et ténébreuse de Invidiana. Et dénouer le fil de toutes les intrigues et de tous les complots et de toute cette trame politique qui se joue en coulisses finalement.
C'est une histoire qui est quand même très complexe, je vous le cache pas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacs de nœuds. Il faut le temps de tout dénouer, hein. C'est pas, ça se fait pas en 3 chapitres et ça se fait pas tout de suite. C'est vraiment, faut attendre quand même vers la fin du roman pour que ça se délie un petit peu tout. Euh, on est dans un milieu de fantaisie. Je veux dire que ce contexte fantastique à l'histoire, ce contexte magique, voilà, ça sert un peu d'écrin quand même à une grosse énigme politique finalement. C'est parce que en fait, ça va servir l'intrigue politique, voilà, parce que au final, on a vraiment l'impression d'avoir ce côté enquête, énigme politique qui se pose. Après, oui, c'est très fantastique. Il y a énormément de créatures, il y a énormément de magie au milieu de tout ça. Mais au final, on se prend presque à imaginer que ça pourrait être plausible, cette histoire, que la source du pouvoir politique d'Élisabeth Ier est épuisée autre part que dans notre propre monde. C'est très bien construit au point qu'on pourrait se prendre au jeu, en fait. On a l'impression d'une réécriture de l'histoire, c'est très très bien fait de façon très intelligente. On a énormément de rebondissements, on a des trahisons, ah oui, oui, ça cavale dans tous les sens, c'est très prenant, c'est très rythmé. C'est haletant, ça nous tient jusqu'à la fin. Bon, après, on a quand même, il faut que je vous le dise, quelques chapitres un petit peu longs par moment, parce qu'on a énormément de descriptions, on a énormément comme on a beaucoup d'énigmes à délier, on a énormément d'explications aussi à absorber. Donc à des moments, ça peut être un petit peu lourd en explications, traîner un peu en longueur. Euh, mais bon, c'est vrai que le côté, comme je vous ai dit, énigme, intrigue, c'est tellement prenant que finalement, on se prend soi-même au jeu aussi d'émettre ses propres hypothèses en disant est-ce que ça serait pas tel personnage qui a joué un rôle pour ci, pour ça. Donc, oui, effectivement, on se prend à se faire notre propre Cluedo dans notre tête, en fait. On a une atmosphère qui est énormément lourde quand même. Lourde dans le sens où c'est pesant. On a vraiment en fait, limite, j'avais presque peur qu'Invidiana sorte du roman par moment. Tellement elle est flippante, en fait, cette reine des fées, et l'atmosphère qu'elle fait régner dans son palais transpire en fait à la surface, puisque c'est elle qui fait quand même beaucoup planer, qui instigue énormément de peur dans le palais d'Élisabeth Ier. Donc vraiment, ce personnage a ce don-là de même vous faire flipper quand vous lisez le bouquin. Vraiment, quand vous lisez cette histoire, vous avez vraiment peur d'Invidiana, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment eu ressenti ça. C'était limite flippant, je vous dis vraiment, j'avais presque peur, comme je vous dis, qu'elle me jette un mauvais sort à travers les pages du roman. C'est un univers qui est hyper. Je ne sais pas comment vous le décrire, à part vous dire que moi j'ai des images d'un palais, comme je vous ai dit, très, un peu en transparence, comme du verre ou du cristal, euh, très froid et en même temps tellement lumineux et lugubre à la fois. Je ne sais pas si vous voyez comme si vous aviez les ténèbres noires ou bleutées qui brilleraient à travers du cristal. C'est bizarre hein, comme impression, hein, mais n'empêche que c'est totalement ça. J'ai vraiment cette impression-là de quelque chose de lumineux mais de sombre à la fois, de brillant mais de lumineux et de sombre. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire. Bref, tout ça pour conclure en vous disant que c'est une lecture que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée, au point que le tome 2, il faut vraiment que je me dépêche de le lire. J'ai très hâte de voir comment ça fait. Je ne sais pas si on va être, je crois pas, hein, de ce que j'ai compris, on ne sera pas sur les mêmes personnages, puisque le tome 2, a priori, c'est une suite, hein, mais ne reprend pas tout à fait les mêmes personnages que le tome 1. Donc je sais pas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup l'écriture de Marie Brennan. C'est, ça reste quelque chose de. Alors c'est pas, elle est très, elle va droit au but, on va dire. C'est quelqu'un qui s'éparpille pas. C'est quelqu'un qui va vraiment, qui a une écriture très précise. J'ai l'impression. Enfin, moi j'ai vraiment cette impression c'est très,
c'est très fin, c'est très, très précis. Voilà, c'est pas comme des fois où on a l'impression que vous avez des fleurs qui s'attachent à à, à l'écriture, comme je peux avoir cette impression-là, par exemple avec un David Brie qui va être très poétique, ou quelqu'un qui va être très sombre, ou quelqu'un qui va être très dans la violence, où on a l'impression que c'est écrit en lettres de sang, comme avec certains romans que j'ai pu lire d'Aurélie Wellenstein. Marie Brennan, j'ai l'impression que c'est écrit presque au scalpel. C'est très précis, c'est très fin, c'est très efficace. Voilà, efficace. Voilà. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de pousser les portes de la bibliothèque de la Bâtie pour aller emprunter ce premier tome de la Cour d'Onyx. Euh, voilà, je peux que vous le recommander. Si vous aimez à la fois l'histoire, les intrigues politiques et en même temps que vous êtes un petit peu fantaisiste et que vous aimez bien un petit peu mêler de mystère au milieu de tout ça, c'est ce qu'il vous faut. Voilà, complètement. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau retour sur, je ne sais pas encore sur quel roman je vais un peu développer. Et puis en attendant, vous avez les vite faits pour vous tenir un petit peu en haleine. À bientôt!